Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir bien pour ce nouveau numéro de Sun Business. On va parler dans cette émission du projet de loi de finances 2018 et de son article 52. Alors quelques mots quand même pour comprendre ce qui se passe. Cet article qui prévoit de baisser de 60 à 100 euros par mois et par ménage l'aide personnalisée au logement, la fameuse APL. Et afin que cela reste indolore, ce sont les mots pour les locataires concernés. Le gouvernement demande aux bailleurs de diminuer le loyer d'autant. Alors le texte qui était en discussion ce jeudi 2 novembre à l'Assemblée prévoyait donc une réduction pour le gouvernement de 1,7 milliard d'euros. Pour bien comprendre, il faut savoir que les habitations à loyer modéré, donc les fameux HLM, sont gérées par des organismes publics ou privés selon les cas, et qu'ils sont gérés par ces organismes-là, et donc appelés bailleurs sociaux, et qui perçoivent les loyers des locataires. Ces derniers peuvent prétendre justement à l'accession à ces logements en fonction de leur situation, et notamment, évidemment, précisément, de leurs ressources. Alors je reçois, dans ce contexte de tension, il faut le dire, entre le gouvernement et les opérateurs HLM, le vice-président de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat pour la région des Pays de la Loire, Jean-Noël Frexinos, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Première question très simple, est-ce que vous étiez, Jean-Noël Frexinos, est-ce que vous faisiez partie de celles et ceux qui ont sifflé, hué le ministre de la Cohésion des Territoires lors de son discours à Strasbourg au congrès de l'USH le 26 septembre dernier ? La réponse est non, pour une double raison. La première, c'est que je n'étais pas dans la salle, puisque nous étions dans le train de retour pour Nantes. Est-ce que vous désapprouvez même si j'avais été présent, je ne pense pas qu'il est souhaitable qu'un ministre de la République soit sifflé, quel que soit le message qu'il apporte aux congressistes. En l'occurrence, je suis en complet désaccord avec le message qu'il portait, mais je ne crois pas qu'il soit tout à fait dans une attitude républicaine de siffler un ministre. Pour autant, le président de l'USH s'est à peine interloqué. Il s'est levé au départ pour demander d'arrêter, puis il a laissé quand même faire les colibés. Un congrès est toujours un moment difficile à manager pour un président, surtout un congrès HLM où sont représentés à la fois des bailleurs sociaux, des dirigeants, des représentants des conseils d'administration, mais aussi des associations de locataires qui, je crois, ont profondément manifesté leur hostilité à des mesures qui sont pourtant affichées par le gouvernement comme profitant aux locataires. Ce qui n'est pas vrai. On va essayer de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent. Il faut rappeler que l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, dont vous êtes le vice-président pour la région des Pays de la Loire, je le rappelle, c'est l'organisation représentative du secteur HLM qui représente un peu plus de 730 acteurs sur l'ensemble du territoire. Est-ce que, ça y est, la guerre est finie? Vous avez trouvé un accord de sortie de crise? La réponse est non. Le gouvernement communique sur un accord de sortie de crise, ce qui a été diffusé à la fois dans la presse et au travers d'un amendement porté à l'Assemblée nationale jeudi dernier. Vous aviez d'abord demandé un moratoire, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse mesurer l'utilité ou l'inutilité de cette loi. Le moratoire est toujours d'actualité. Et la demande de l'Union sociale pour l'habitat est bien d'appliquer un moratoire sur une mesure qui est néfaste. Et l'accord de sortie de crise dont il est question, c'est un accord, des discussions ont lieu, mais d'accord, il n'y a point. L'Union sociale pour l'habitat est encore demandeuse d'un moratoire sur l'application de l'article 52, même légèrement aménagé, tel que ça a été le cas au travers de l'amendement. Donc ça veut dire que l'amendement qu'on vous propose d'étaler la décision, ou en tout cas le dispositif sur 3 ans, ne vous convient absolument pas du tout. D'abord, c'est pour faire mieux passer la pilule, on gagne un peu de temps. On gagne un peu de temps, et puis surtout, je pense que c'est le gouvernement qui gagne du temps, puisque, en fait, au travers du rapport du député qui est rapporteur spécial de la loi de la partie logement dans le projet de loi de finances, il est apparu clairement que le gouvernement s'est rendu compte qu'il était incapable d'appliquer la réduction de loyer de solidarité en janvier 2018, tel que c'était prévu. Et le rapporteur dit que, de toute manière, au mieux, ça ne pourra s'appliquer qu'en avril, voire en juillet. Et donc, le fait d'appliquer la moitié de la mesure sur 2018 n'est pas une mesure d'apaisement, mais le simple constat que fait le gouvernement, que appliquer cette réduction de loyer de solidarité impose de mobiliser les moyens des caisses d'allocation familiale, impose aux bailleurs sociaux de changer tous leurs logiciels informatiques, et que donc ça ne serait pas applicable au 1er janvier 2018.
Donc c'est un faux aménagement, c'est juste le constat d'une mesure prise dans la précipitation par le gouvernement durant l'été, sans concertation, et qui donc se révèle concrètement inapplicable en janvier 2018. Techniquement, donc, ça ne fonctionne pas. Il précise quand même, ce ministre de la Cohésion des Territoires, notamment à l'occasion de ce congrès de Strasbourg le 26 septembre, définir avec vous les justes compensations qui vous permettent de ne pas mettre en péril votre équilibre financier. Qu'entend-il concrètement par ça ? C'est quoi les justes compensations ? Il y a deux choses. Il y a définir les compensations et avec vous. Sur la deuxième partie de la proposition, on ne peut que considérer que le « avec vous » n'a pas existé, puisque le gouvernement a annoncer des mesures dites de compensation sans aucune concertation avec les bailleurs sociaux. Parce que l'obtention des conditions d'emprunt plus favorables, notamment grâce à un gel du taux du livret A, ça vous satisfait pas ? Ça n'est en rien compensatoire des baisses de loyer qui seront appliquées aux bailleurs sociaux, puisque au mieux, ça vient compenser un quart de la baisse des recettes. Et quand je dis au mieux, c'est quand on saisit toutes les opportunités. C'est-à-dire que là, on est sur une compensation dite de flux. C'est-à-dire que la baisse le gel, le maintien du taux de livret A, il n'est valable que si on emprunte. Or, comme les bailleurs sociaux n'auront pas les apports en fonds propres, les apports pour engager des opérations nouvelles, ils ne saisiront pas les emprunts nouveaux, donc ils ne saisiront pas le gel de l'annuité. Donc, c'est en soi une fausse compensation. Jean-Noël Frexinos, pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui est en train de se passer, ce qui vous pose problème, ce n'est pas le principe de baisser les APL. Ce qui vous pose problème, c'est qu'on vous demande de compenser cette baisse. Combien vous allez perdre sur 3 ans ? Ce qui nous pose problème, c'est la baisse de l'APL, elle est concentrée sur... Tout le monde est d'accord pour baisser les loyers. Tout le monde est d'accord pour baisser les loyers. À titre individuel, on vous pose la question... voulez-vous baisser les loyers ? À titre individuel, il n'y a pas de raison de dire non. C'est mieux quand les loyers sont plus accessibles que... Le problème, c'est qu'ils se concentrent pile sur le secteur du logement social où les loyers sont encadrés par l'État et ils sont encadrés à des prix très faibles. Pour information, le prix au mètre carré en Loire-Atlantique, moyen, c'est 5 €, un peu plus de 5 €, là où dans le parc privé, on est à 11 ou 12 €. Or, le gouvernement fait le choix d'appliquer une baisse d'APL aux locataires du logement social et de demander aux bailleurs sociaux qui appliquent des loyers encadrés de baisser leurs loyers qui sont déjà les plus faibles du marché. Donc ça revient à faire supporter par les publics les plus fragiles le prix d'une baisse du budget de l'État de 1,7 milliard. Je vous demande de relever que ce 1,7 milliard, il repose très essentiellement et en grande partie sur le seul logement social, absolument pas sur le marché privé, où pourtant c'est là que la question de la cherté des loyers se pose. Donc pour être un peu comptable, je vous repose ma question. Combien est-ce que l'USH qui annonce 3 milliards de pertes sur 3 ans, en tout cas c'est ce qui est défini, c'est une réalité, vous allez perdre 3 milliards d'euros si ça passe ? À l'échelle nationale probablement, je peux vous donner les chiffres à l'échelle de la Loire-Atlantique. Pour les bailleurs sociaux de la Loire-Atlantique, les 15 bailleurs sociaux qui agissent en Loire-Atlantique, la perte aujourd'hui, en prenant des ratios extrêmement prudentiels, c'est-à-dire en ne chargeant pas la barque, comme on dit, vont de 31 à 37 millions de pertes de recettes, soit environ 10% des recettes des bailleurs sociaux. Alors, il y a plein d'entreprises, puisqu'on parle sur une radio qui s'adresse à des gens qui connaissent un peu l'économie, ou qui s'y intéressent en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles une baisse de chiffre d'affaires de 10%, ça arrive. Hier soir, j'étais devant les entreprises de la Fédération française du bâtiment de Loire-Atlantique, ça a été leur question, eux, ils connaissent ça. Mais justement, est-ce que la base de l'incompréhension, c'est pas qu'on vous confond avec des entreprises dites classiques ? Tout à fait, parce que notre modèle économique, il est très particulier. 75 à 80% de nos recettes vont dans le paiement des annuités d'emprunt. En fait, nous sommes d'abord des investisseurs. Et donc, du coup, nos marges de manœuvre sont extrêmement limitées. Et ce qu'on ressortait de l'exploitation, l'autofinancement, va intégralement dans le réinvestissement. En fait, on donc est pas une de machine à capital, investir. pas de profit, vous réinvestissez l'ensemble, notamment dans la rénovation et la construction de neuf. Exactement. Et hier soir, je lisais un article dans un grand quotidien du soir, comme on dit, avec une interview de Mohamed Younous, qui définissait le business solidaire. L'inventeur du microcrédit.
Il définissait le business solidaire. Il dit le business solidaire, c'est un business où tous les profits sont réinjectés dans l'accroissement de l'entreprise. Et c'est exactement ça, les bailleurs sociaux. C'est-à-dire tous les excédents, puisqu'on n'a pas de profit, tous les excédents sont réinvestis dans l'entretien du patrimoine et dans la construction de logements neufs. Ce qui fait que la mesure, très concrètement, priver les bailleurs sociaux de 10% de leurs recettes, c'est totalement annihiler leur autofinancement, c'est les priver demain de la capacité de construire des logements neufs. Est-ce que ça veut dire par ricochet quand même, parce qu'on arrive déjà au bout quand même, qu'il y a un ensemble de secteurs qui va pâtir aussi au-delà des offices de cette disposition, de ce dispositif? Très concrètement, les premiers à partir de ce dispositif sont les locataires dont les bailleurs sociaux auront moins de moyens pour entretenir ou accroître le patrimoine. Dans un département où la pression sur le logement social est forte, où on prend 15 000 habitants de plus chaque année, c'est un problème, c'est d'abord les locataires et les demandeurs de logement social. Les deuxièmes à pâtir sont les collectivités locales. Demain, elles seront privées du principal outil de leur politique locale de l'habitat et de la mixité sociale. Et les troisièmes, c'est très concrètement les entreprises du bâtiment, parce que les bailleurs sociaux représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment. Demain, c'est une grande partie de ce chiffre d'affaires qui sera en moins injecté. Très concrètement, c'est des arbitrages seront faits entre le développement, l'argent qu'on met dans le développement, dans la construction de logements neufs, et l'argent qu'on met dans les réhabilitations et dans la maintenance courante des logements. Est-ce que derrière des mesures d'économie, Jean-Noël Frexinos, l'objectif pour le gouvernement, ce sera ma dernière question, ce n'est pas un objectif de concentration des acteurs? Vous êtes trop nombreux, trop de corps intermédiaires, des difficultés, des dysfonctionnements de gestion. C'est ça qu'on vous reproche derrière cette disposition, cette loi? Alors, je pense qu'il y a, du côté du gouvernement, c'était quelque chose qui n'était pas dit et qui est apparu, notamment lors de l'interview du président de la République, cette idée qu'il y aurait trop de bailleurs sociaux en France. Et d'ailleurs, en le comparant à ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Pas de chance, la comparaison ne marche pas, puisqu'il y a plutôt moins de bailleurs sociaux en France que dans les autres pays européens, et d'une. Et deux, personne à ce stade n'a fait la démonstration que plus on était gros, plus on faisait des économies de gestion. Au contraire, les chiffres que sort le ministère du Logement chaque année ont tendance à démontrer l'inverse. C'est-à-dire que ce sont plutôt les plus petites structures, les plus petits bailleurs qui développent les performances de gestion, c'est-à-dire les coûts de structure, les coûts de gestion les plus faibles au logement, plutôt que les plus gros. Bon. Après, je pense qu'il y a un peu de pensée magique autour du nombre et qu'à un moment, dans un bilan, quel qu'il soit, il faut avoir affiché une volonté réformatrice de structure et donc pouvoir dire on a baissé d'un tiers, d'un quart, de la moitié, je ne sais trop. Je ne sais pas où se situe le seuil de performance d'un bailleur social aujourd'hui. Aucun économiste n'est capable de le fixer. On vous sent dubitatif, en effet, et vous continuez le combat. Ce n'est pas terminé. Jean-Noël Frexinos, vice-président de l'Union sociale pour l'habitat. Très rapidement, je précise que mon prochain invité la semaine prochaine sera Fabrice Rémizy. Il est directeur du site d'Airbus de Nantes. Vincent Lévesque était à la réalisation comme chaque mardi et j'en précise aussi, et je profite pour vous vous informer que le jingle que vous entendez chaque semaine, eh bien, il est signé par DJ One Up. C'est un autre talent de notre territoire et je le remercie encore pour sa contribution. Excellente semaine et bien justement à mardi prochain. À bientôt, au revoir.